911. We had a young man across the street from us that lives in a duplex, and there is an elderly man that lives next door to him, and he is concerned about him. Said that he does not answer his door. He has not seen him in 2 days, and his car is not there, and he says he always tells him if he's going to go out of town. And he would like for someone to do a wellness check on this man. Okay. The man that lives there that he's concerned about, his name is Bill DuBois. The gentleman that's concerned about him lives next door to him. Okay. He doesn't have a phone, so he came over and asked if we would call and do a wellness check on this man. Et à l'arrière, en essayant de regarder par les fenêtres et les portes, mais il y avait des rideaux qui nous empêchaient de voir. Il y avait une poubelle, mais elle était vide. The trash is empty, sir. Yeah, I'm getting it. Everything empty out right here. I know that smell. Il y avait une odeur de corps en décomposition qui venait de la maison. L'odeur sortait par le climatiseur qui était en marche. Why 903? Go ahead. Can we see if we have a possible number for the subject I'm trying to locate? Try to make contact. Go for it. Okay, I'm just gonna get your information. Do you have his cell phone number? I don't indict him. I don't indict him. I thought I did have. What's his name? Bill. That's all I know is Bill. That's all I call him. You said Du Bois. The call note said Du Bois. It might be that they know him better than I do. Oh, they do? Yeah, Okay. Yeah, he goes over there and talks to them Okay. all the time after that. On nous a dit que M. DuBois allait très souvent de l'autre côté de la rue, dans une boutique où on le connaissait bien. Alors l'agent Hendrix est allé parler aux deux gérantes. Yeah, it's hot, so. Okay, so the neighbor over there says that that man sometimes comes over and talks with y'all? He does, Bill. Is it a regular thing that he comes over? Well, no, not a regular thing, but we chase with us. When's the last time you saw him or his car? That's what she just said. I don't know, I have not seen it in probably 2 days, but That's what he's saying. I'm not for sure when the last time that I not seen 2 days. I didn't have something Okay. out there. There's some cause for concern. And he works at the McDonald's right down here. Okay, but let me call McDonald's real fast. Because he'll even tell us sometime we're going to be gone, you know, or something, or, but he didn't say anything like that to us, and he just watches our place, you know. The next people next door, we've had some problems, with not us necessarily, but they fight out there. But Bill's always been really great. Right. To watch our place. Okay. Let me call them real fast. They might be able to shed some light on some stuff. Yeah, maybe he's... Hey, this is Officer Hendricks with the Portsmouth Police Department. I'm calling to check the welfare of one of your employees, Mr. Bill. Has he been at work? Bill, the older man? And I'm trying to check and see if they're okay. I'm wondering if they've been at work in the last 2 days. His name is going to be Bill Du Bois. Okay. All right. Thank you. Bye. Just no Bill works there. Sorry. I'm going to call the landlord and He's Raj. not down there. Well, maybe it's William or something. It's all right. I'm going to call the landlord and just get the key. Hey, this is Officer Hendricks with the Portsmouth Police Department. Is this Bob? Hey, are you in town? Okay, I'm here to check the welfare of one of your tenants. When's the last time you've seen him? Would you mind coming by? Myself and my supervisor are out here. We have some cause for concern. Finalement, on a réussi à joindre le propriétaire qui nous a apporté les clés pour qu'on puisse accéder au logement.
Dès qu'on est entré dans la maison, on a senti l'odeur du corps en décomposition. On a commencé à fouiller chaque pièce. La superficie du logement ne devait pas dépasser les 90 mètres carrés. Donc on n'a pas mis très longtemps à fouiller toutes les pièces. On a découvert un homme âgé dans la salle de bain. Visiblement, il avait été agressé. Il était décédé. J'ai traversé un couloir très étroit pour accéder à la salle de bain. À gauche, il y avait la chambre et face à moi, la salle de bain où se trouvait le corps. À l'extérieur de la porte, il y avait quelques éclaboussures de sang, mais beaucoup plus à l'intérieur. En regardant tout autour, j'ai vu des éclaboussures de sang sur le sol, sur le mur, sur une photo. Et c'est là que j'ai reconnu la victime. Monsieur Dubois était un enseignant à la retraite et je l'avais toujours appelé Bill. Presque personne ne l'appelait par son nom de famille. On s'appelait par nos prénoms respectifs. Et c'était comme ça depuis 20 ans. Bill aimait sa famille. Il aimait Dieu. Il aimait les États-Unis d'Amérique et il aimait les enfants. C'était un vétéran. Il avait quitté l'armée en 1976. Il était enseignant. Il était prof de théâtre au lycée de Northside. Il enseignait l'anglais et l'histoire de l'Arkansas et des États-Unis. On a dû écourter notre lune de miel parce qu'on avait une répétition pour le spectacle de novembre. Bill avait fait des AVC, 2 AVC graves, et on vivait séparément, mais je lui apportais à manger. On allait au restaurant, ce genre de choses. S'il avait besoin d'argent, je lui en apportais. Il a été mon coach de baseball quand j'étais petit. Les gamins l'adoraient. Partout où je vais, quelqu'un me dit « Ton père me manque ». Je l'ai eu comme prof. Pourquoi quelqu'un irait faire ça? On doit faire quoi? Comment on fait pour tourner la page? J'en suis venu à me demander si quelqu'un m'en voulait, si quelqu'un lui en voulait à lui. J'ai senti dans ma poitrine mon cœur s'arrêter. Je n'arrivais plus à respirer. J'ai eu l'impression de tout perdre d'un coup. And there's no TV in the living room. Oh, I mean, they got, yeah. Yeah, it's got the Yeah, that's cable box probably. and all the cable boxes. There's no TV. J'ai remarqué qu'il y avait une deuxième box dans la chambre, mais là encore sans la télé. On voyait encore la trace où elle était posée. Mais les 2 télés avaient disparu. On a vu qu'il n'y avait pas eu d'effraction. Il y avait 2 portes, une devant, une sur le côté. On a vérifié les 2 et là encore, aucun signe d'effraction. Pas de vitre cassée, rien du tout. Donc je me suis dit que c'était sans doute quelqu'un qu'il connaissait. Je suis dans la police depuis 31 ans. Et la violence de cette scène de crime m'a profondément marqué. Le meurtrier était vraiment déterminé. J'ai fait sortir tout le monde et j'ai appelé la police technique et scientifique. Pendant qu'on relevait les indices et qu'on prenait des notes, le fils de la victime est arrivé. That's his son. That's his son. That's his son.
Yeah. Sad, like strokes and everything. One without the Indians, and I will be sending that to you guys. 10-4. Every unit out here, please. Black box in the tracker, yeah. Andy nous a expliqué que sa mère avait fait mettre un traceur GPS sur la voiture de son père. À cause de ses AVC, ses capacités mentales étaient diminuées et comme ça, il pouvait voir exactement où il se trouvait et le retrouver si jamais il se perdait. Ça pouvait nous mener au suspect. On a suivi le fils jusque chez sa mère pour voir si on pouvait localiser la voiture de la victime sur le téléphone de sa mère, grâce à son dispositif de suivi GPS. Hi, Miss Susan. I'm Officer Hendricks. I'm sorry meeting you under these circumstances. I know you. Know me? I've seen you at Northside days. I have been there. I can tell by the way you're acting that you've already been notified, okay? First of all, we're very sorry for your loss, okay? Now, you want to sit down for a minute? No, I'm fine. Okay, all right. Okay. It might be better on your legs. Yeah. Just experiencing that. In every death investigation, we do a complete investigation from top to bottom because we don't want to leave any stone unturned. Does that make sense? Yeah, I'm a retired nurse, so Okay. he had a heart condition Right. and strokes. And he could have fell and hit his head, but there's some blood there that we're concerned about. Does that make sense? He probably fell. Okay. He And was now, acting so strange Saturday. Here's our biggest issue. He was acting strange Saturday? Okay. Here's our biggest issue we have right now. The car is missing. Oh, no. Yes. Yep. Where's your tracker? Do you have a tracker on that Yes. car? Yeah. Okay. Her phone, right here. Please, I need your finger or your. It said fingerprint. Florida Station, EC2, next up records to my location. Off Kelly Highway. Parked at a house. On a vu sur le traceur GPS que le véhicule était garé au 4400 Armour Street, à Fort Smith. Plusieurs unités se sont immédiatement mises en route pour le localiser. En arrivant sur place, on a effectivement trouvé le véhicule garé devant une maison. Il y avait plusieurs personnes devant. On a commencé à leur poser des questions sur la voiture dans l'allée. Ils ont dit que c'était une femme blanche du nom de Taylor Elkins qui l'avait garée là. Hey, what date of birth did you get for the Taylor Elkins? Timber, you said no return? Timber, it's a female. I got the DL number for you. Je connaissais Taylor par des affaires de cambriolage et de trafic de stupéfiants sur lesquelles on avait enquêté. Ce n'était pas quelqu'un de violent. Il avait eu aussi quelques problèmes de disputes familiales, mais elle n'avait jamais été violente. Mademoiselle Elkins a été interpellée et placée dans un de nos véhicules. I
White or black? Elle était très jeune, très naïve. Elle n'avait pas l'air de prendre nos questions au sérieux. À ses yeux, elle avait juste emprunté la voiture, rien de grave. Where'd you put the keys to the car? I told him. Well, you told him, not me. Oh my goodness, I just told you when I was going back to the center. I was trying to leave. Okay. I was trying to leave. Les clés étaient tombées de sa poche. Donc tout le monde s'est mis à chercher les clés qu'elle disait avoir fait tomber. Clear over there. Yep. Not in the couch, but bedroom to your left. Police department. Cette maison était bien connue des services de police. C'était un genre de squat où les gens venaient pour consommer de la drogue ou en vendre, ce genre de choses. On ne sait jamais sur quoi on va tomber dans ce genre de maison. Dans ce genre d'endroit où il y a beaucoup d'allées et venues, il faut toujours vérifier qu'il n'y a personne qui se cache. Donc on fouille vraiment tous les recoins. Police department, Forceman Police Department. When we find you, show us your hand. Got a bathroom. Anybody in here? Come out. Show me your hands. Forceman Police. Last opportunity. Le sergent Shelby a retrouvé les clés. Elles ont été mises sous scellé et on a fait remorquer la voiture jusqu'au poste de police. Pour y être analysé. Une fois placée en détention, Taylor Elkins est conduite en salle d'interrogatoire, au poste de police, où elle va être interrogée par différents enquêteurs. Je ne pars pas avec l'idée qu'elle soit coupable. Elle est plutôt menue. Je ne pense pas qu'elle en ait la force physique. Donc, je me dis qu'elle couvre quelqu'un d'autre. Quand on regarde la vidéo de l'interrogatoire, on voit que Taylor Elkins est jeune. Elle a 21 ans. Elle pleure. À la voir comme ça, on se dit qu'elle a peur. Can't imagine how you're feeling right now. I can't, but just by seeing your action right now makes me know that you're a decent person. You have a heart. You have a soul, and you're hurting right now. And that's obvious, and it's understandable. You're a young girl. You're 21 years old, fixing to turn 22. I mean, I look at you sitting here. I've got a daughter that's 21. She'll be 22 at the end of this month, so you guys are almost the same age. How did you get his car? You told me he gave you his car? He let me borrow it. And what time did he let you borrow it? I borrowed on Monday. They gave me the keys on Tuesday. Il y avait des enquêteurs qui écoutaient l'interrogatoire et qui vérifiaient ce qu'elle disait en temps réel. Ils ont commencé à chercher les Sean dans nos bases de données et à vérifier si dans l'entourage de Taylor, quelqu'un portait ce prénom.
Taylor Elkins a fourni une adresse approximative. Donc pendant que l'inspecteur Taylor poursuivait l'interrogatoire, le sergent Shelby et moi-même, on s'est rendus à l'immeuble qu'elle avait indiqué pour tenter de localiser le Sean en question. On a contacté la gérante de l'immeuble. Elle ne connaissait personne du nom de Sean. Pour nous, ça voulait dire qu'elle avait menti pendant l'interrogatoire. For one time, let's wipe everything clear. Let's wipe everything clear that you told us in the past, okay? Let's start over. The lies of who you got the car for, let's put that behind us, okay? We've already proven that didn't happen that way. Let's just wipe your slate clean and for one time, do the right thing and tell us what you want to tell us. Tell us what you really know. So then do me a favor. Let's start from that Tuesday evening when all this started. Where'd you go? Casino. And what'd you do as soon as you got to the casino? Play. What else you did at the casino? I guess. What else did you do? Last night. Mademoiselle Elkins a déclaré qu'avec la voiture, elle était allée au casino. Qu'après avoir emprunté la voiture, elle était allée au casino où elle avait rencontré un certain Joe. Okay, but you realize everything you said up to now has been a lie. You realize that, right? Quand elle a compris qu'on ne croyait pas à son histoire d'avoir emprunté la voiture à Sean, elle a raconté qu'elle était allée avec Joe chez Monsieur Dubois, où il avait volé les télés. Puis, ils étaient allés chez un prêteur sur gage, où elle avait dit à Joe de déposer les télés pour que son nom n'apparaisse pas sur le reçu. I mean, I know you're involved in it. I didn't kill anybody. Okay. So I'm not involved in it. No, you are involved. Not by killing somebody, no. But you're involved. À ce stade, Taylor nous a déjà menti au moins une fois. Donc on pousse l'interrogatoire pour essayer de découvrir qui est Joe. Le jour de l'enterrement de mon père, j'étais dans un état second. J'avais l'impression d'être dans un film ou une émission de télé. C'était absurde. C'était pas censé nous arriver. C'était pas censé arriver dans cette ville. À un prof, à une famille de classe moyenne. C'est le genre de choses qui n'arrivent qu'aux autres. Mais je savais que c'était la première étape du processus de deuil avant de pouvoir tourner la page. C'était... Il n'y avait jamais eu autant de monde dans l'église. C'était plein à craquer. J'avais des amis qui chantaient dans la chorale. Et l'une d'elles a pris une photo de l'église vue d'en haut pendant la cérémonie. Il a été enterré au cimetière militaire de Fort Smith. Et je me souviens que j'ai eu des frissons parce que Bill avait toujours les larmes aux yeux quand il entendait la sonnerie aux morts. Et ça m'a fait pleurer. Après ça, je me suis avancée vers le cercueil et je me suis penchée dessus parce que je n'allais plus jamais le revoir. Je ne pourrais plus lui dire combien je l'aimais. Taking the cuffs off, monsieur. How's that wrist? On a retrouvé Joe, arrêté pour une affaire de stupéfiants. Keep your wallet and your money. I'm just going to keep this lighter and the sticks for now, okay? All right, man. Have a seat. Chill out. On l'a convoqué pour l'interroger.
All right, so tell me about Taylor Elkins. How do you know her? Oh, from the casino. From the casino? Mm-hmm. Which one? No, Pecola? Okay. How long have you known her? 6 months. 6 months? And you met her at the casino? You know, I did meet her at the casino. Okay. When was the last time you saw her? Last night. Last night? Mm-hmm. And where'd y'all meet up at? Casino. She had 2 TVs in her car trying to sell them. So why is she trying to get rid of her TVs? She said she had to pay her rent. Or electric or something. So she talked to you about buying some TVs? Yes, sir. Joe leur aurait alors dit qu'il connaissait un ami qui pourrait mettre en gage les téléviseurs pour eux. Il a dit que c'était un certain Pete qui les avait déposés chez le prêteur sur gage. La police a une base de données de toutes les transactions des prêteurs sur gage. Donc, on a fait une recherche croisée avec les termes Pete et téléviseur pour savoir où elles avaient été déposées. On a pu récupérer ces coordonnées pour les besoins de l'enquête, ainsi que les images de vidéosurveillance où on le voit déposer les télés. On a envoyé des inspecteurs là-bas pour le localiser. Comme on avait trouvé une adresse pour Pete, on a envoyé quelques agents lui parler. Et il a accepté de venir au poste pour répondre à nos questions. You're Peter? Yes, sir. Peter, I'm Detective Taylor. I'm gonna ask you some questions here in a second. We'll show you something right here. It's a pawn ticket from Midland Pawn this week. Yes, sir. Okay? Mm-hmm. Where you pawned a couple of TVs. Yes, sir. Where'd you get those TVs at? I got those TVs from a girl named Taylor Elkins. Okay. How do you know Taylor? I just knew her as a mutual friend. I helped her sister move her house before. Yeah. And she told me she didn't have an ID or something, and that they weren't stolen or anything like that. And she, told me to go pawn. Okay. So I did. Peter, let's start from the beginning. Yes, sir. What day did you meet Taylor on? Either day before yesterday or so. Okay. So is it the day that you pawned the TV? Yes, sir. That's the first day you met her, or met up with her? Yes, sir. So tell me about that day. Let's start from that morning, exactly what you did. I woke up that morning. About what time? I want to say it had been like 6 or 7. It was early. And I caught a glimpse of Joe and Taylor walking through the door. Okay. Wait. Walking through the door? Yes. Like coming into the trailer? Coming into the trailer. Coming in together? Yes, sir. Like 6 o'clock in the morning? Yes, sir. So Joe was probably with her then? Yes, sir. Okay. And then they come through the trailer, and I remember them knocking on the door or whatever, and it woke me up. And I opened the door, and I went, I was dead tired, so I went back there and went, closed my eyes. Earlier, later, a little bit later, about 10 minutes or so, I got out and I go back there to see who it was. And I was like, oh, I know who she is, and then they started talking about, she needed TV to be, that she got or whatever it needed to be, so whatever the case may be. Une fois qu'on a pu reconstituer son emploi du temps, on a compris qu'il avait juste cherché à se faire de l'argent. Il savait probablement que ce qu'il faisait était illégal, mais il essayait de se faire un peu d'argent. Et il a coopéré par ailleurs. On lui a demandé d'où venaient les télés et il a dit de Taylor, donc on sait qu'il les tenait d'elle. On a également découvert autre chose. En cherchant les adresses associées à Taylor Elkins, celle du voisin de Bill Dubois, c'est-à-dire la porte à côté, était listée parmi ces adresses. Car il s'agit de son grand-père. C'était énorme. Une info capitale.
Donc on l'a appelé et il a accepté de venir au poste pour nous parler. Afin qu'il nous donne plus de détails sur ce qu'il s'était passé. Well, let me ask you a few questions this morning. See if maybe you can help us out a little bit. Let's talk about your granddaughter, Taylor. Okay, what about it? What kind of relationship or involvement with Bill does she have? My granddaughter to me? Taylor. Taylor, she's been in and out of trouble. So what's her relationship with Bill? Bill? Your dead neighbor. Oh, no. What, hi, bye, something like that, or maybe use the phone or something. I don't know. J'avais du mal à le faire parler de sa petite fille. Je ne savais pas s'il essayait de brouiller les pistes pour détourner les soupçons de Taylor ou s'il était lui-même impliqué. Okay, so let's go back to Tuesday because you heard the noise Tuesday night. Yeah, it's Tuesday night. So was she late? Was she at your house late Tuesday? Yeah. And did she leave from there, or did you go to bed and she was still there? She was when I went to bed. She was laying in the front room on my closet, covered up her quilt. Il a admis que sa petite fille était chez lui ce soir-là. Alors j'ai tout repris depuis le début. Il m'a expliqué qu'il avait entendu un grand boom, comme quelque chose qui tombe par terre. Il ne savait pas si c'était quelqu'un qui était tombé ou autre chose, mais il a entendu du bruit à côté qui l'a réveillé. Il a déclaré que le matin, quand il s'était levé, elle n'était plus là. His car, when I looked out the window, it was gone. She was gone and it was gone. It was gone. That was about what time in the morning? Probably about 4:35. Okay. Somewhere in there. But she was on the couch when you went to bed about what, 9? No, she wasn't on the couch, so I said she's laying in the recliner. In the recliner, stretched out. Okay. Yeah. So she was there when you went to bed, and she was gone when you got up? Well, she was, when I got up to use the bathroom about 3 o'clock, she was in the chair. Are you sure about that? Yeah, because I said, I remember saying, what are you doing in the chair? Why don't you get on the couch? Or something like that. And she just looked up at me and closed her eyes and went back to sleep. Le grand-père de Taylor a accepté de se soumettre au détecteur de mensonges. On pensait qu'il nous disait pas tout ce qu'il savait. Parmi les questions, il lui a été demandé s'il avait caché des informations à la police ou s'il savait autre chose. Et il a admis qu'il en savait plus que ce qu'il nous avait raconté. Entre autres choses, le fait que Taylor était revenu chez lui juste après ce grand boom et qu'elle s'était changée et avait caché ses vêtements sales. Avec un technicien de la police scientifique, je suis retourné chez le grand-père de Taylor. On lui a fait signer une décharge. On est entré, il nous a dit où étaient les vêtements. On les a ramassés, mis dans des sacs en papier, étiquetés, et on les a emportés au poste de police pour que le labo effectue des analyses. Le labo a effectivement relevé des traces de sang appartenant à la victime sur certains des vêtements. On a soumis Taylor au détecteur de mensonges. Elle est arrivée, on lui a posé les questions, puis le technicien l'a mise face à ses mensonges et lui a dit qu'elle dissimulait la vérité. Test results are not good, showing that you were showing deception. Deception? Mm-hmm. Deception means that you're trying to deceive. You're not being truthful. I am. I am. I brought this in here to show you. You see that question that says R5? And that big spike on it? What does it mean? It means you were lying.
The R5 was when I asked you, were you present when he was attacked? And you said that you weren't, right? So, I mean, you see where I'm going with this? In the interview, you told me... I was there. You said that you weren't, and right there I'm showing you that's where you were telling us a lie. You were lying to me when I asked you in the test, were you present when he was attacked? On lui a dit, à aucun moment, quand on a parlé avec vous, vous n'avez dit la vérité. Elle a commencé par dire que c'était un tel, puis un autre, puis elle est revenue à sa première version dans laquelle Joe était impliqué. Elle a fini par expliquer qu'elle et Joe étaient allés tous les deux chez Monsieur Dubois dans l'intention de le cambrioler. Puis elle a dit que ça avait dégénéré et a prétendu que c'était Joe qui l'avait tué. When you guys went over there, what was your intentions of taking? No life. Okay. I believe you. You did not go over there with the intentions to hurt him. What did you guys go over there intended to take? His pills? His TVs? What? Basically. So you guys were going over there to take his medication? I mean, he didn't have nothing to take. Il n'y a aucune preuve que Joe soit impliqué. On a vérifié ses données téléphoniques, on n'a trouvé aucune donnée GPS correspondant à cette adresse. Il n'y avait aucune preuve que Joe soit allé dans cette maison avec Taylor. Il était bien au casino, mais il n'est allé nulle part ailleurs avec Taylor cette nuit-là. So Taylor, you and I talked, what, 3 times at least? All 3 times that you've talked to me prior to right now, you said you never went over there. Oh my God. I'm just trying to clarify. Because you're just getting on my nerves right now. I'm not going to stay. Well, I really don't give a if you're in the mood or not. Of course you don't. All right? You're a rude person. I'm not a rude person. Yes, you are. You're a rude, cold, heartless murderer. That's what you are. No. If you look at you, you have no defense for yourself. I'm not though. Because you killed the old man. No, I didn't. I know what I'm capable of. I'm not. Yeah, you're capable of that. You're right in the middle of all of it. C'est vraiment frustrant de voir ce que ça nous demande comme énergie, comme ressources, comme stress, et de ne pas réussir à obtenir des aveux. On en était là quand une détenue nous a contactés depuis la prison pour nous dire qu'elle avait des informations sur cet homicide. This is somebody's grandfather, and honestly, she's not showed any remorse for it. And if you want to sit down and just us talk, and you tell me the truth about everything going on, I'll be glad to sit here and listen, take some notes. So let's start from the beginning. I mean, tell me what she's told you about how all this started. She said it started out as a robbery gone wrong. She had dealt with him before, but it was never for pills. He didn't even have pills. It was for money. She was high. She said that she went over there with just intentions of robbing him. He was in his underwear because he was getting ready to go to bed, and she was asking him for money, and he didn't have any. He was going to bed, and he had to do next day. And she got mad. She just got mad because he didn't have money, or and she hit him with the hammer 36 times. C'était une information cruciale pour nous. À ce stade de l'enquête, on a rassemblé le maximum d'éléments possibles et on a constitué un dossier extrêmement solide. Taylor Elkins a été jugée pour meurtre avec préméditation et elle a plaidé coupable. Elle a été condamnée à 40 ans de réclusion. C'était un meurtre absolument gratuit. Surtout quand on connaît la victime. C'était un homme bien, il avait une bonne famille et il ne méritait pas ça. De nombreux enquêteurs de plusieurs bureaux différents ont collaboré sur cette affaire.
Le seul motif de satisfaction qu'on peut tirer de tout ça, c'est que Suzanne et sa famille ont obtenu que justice soit faite. Elle ne s'est pas opposée à ce que le procureur passe un accord avec Taylor Elkins. Elle a suivi toute l'affaire de très près. William Du Bois Jr.'s wife says in court, Taylor Elkins never apologized, and she never said why she killed the 72-year-old. But despite all that, his wife says she's okay with the plea deal. J'ai dit que je ne voulais pas de la peine de mort, que la réclusion à perpétuité, ça suffisait. Et on nous a dit qu'il ne pourrait la condamner qu'à 40 ans. Mais le fait de savoir qu'elle resterait en prison jusqu'à ses 60 ans, ça m'a aidé à accepter. Je me suis senti soulagé. J'avais le cœur qui battait très fort. Je savais que mon père allait enfin obtenir justice pour son meurtre. Et c'était un soulagement. J'étais toujours triste, mais j'ai ressenti un immense soulagement, comme si on m'enlevait un poids. Pendant longtemps, Wichita a eu l'air d'une ville qui savait se tenir droite. Une ville de trottoirs sages, de pelouses tailies avec application. De poches où les lumières restaient allumées un peu après le dîner, comme pour annoncer au voisinage que tout allait bien ici. Que rien de décisivement mauvais ne pouvait vraiment franchir les haillées basses, les rideaux tirés à moitié. Les portes fermées avant la nuit, le Kansas. Dans l'imaginaire de beaucoup, c'était cela aussi. Des ciels immenses, des quartiers calmes. Une vie rythmée par les habitudes, les écoles, les églises, les anniversaires en famille, les courses du samedi et les mêmes visages croisés depuis des années. Il y avait dans cette normalité quelque chose de presque rassurant. Une mécanique douce qui promettait l'ordre. Et c'est précisément pour cette raison que l'ombre a paru si monstrueuse lorsqu'elle a commencé à s'éteindre. Parce qu'elle n'est pas née dans une ruelle anonyme ou dans un décor déjà cabossé par la violence. Elle s'est glissée dans des maisons ordinaires. Dans la banalité la plus reconnaissable. Au cours d'une vie américaine si familière qu'elle en devenait vulnérable. Plus tard, le nom que le tueur choisirait pour lui-même frapperait les esprits comme une signature obscène. 3 mots de sexe, mécaniques, presque administratifs dans leur froideur, et pourtant chargés d'une cruauté qui semblait vouloir réduire des vies humaines à une procédure. Attacher, torturer, tueur, une devise de prédation. Un slogan forgé non par la presse, non par les enquêteurs, mais par l'homme lui-même, comme si la pire horreur de l'affaire ne résidait pas seulement dans les meurtres, mais dans la conscience glaciale qui les accompagnait, avant d'être un dossier criminel, avant d'être une série d'archives, de dates, de rapports, de preuves et de gros titres. L'affaire BTK fut une sensation de déséquilibre. Quelque chose avait cessé de fonctionner dans la promesse de sécurité. Les habitants ne l'ont pas vécu comme l'éruption spectaculaire d'un monstre venu d'ailleurs. Ils l'ont vécu comme une contamination, une poison lente, une présence impossible à situer, et donc impossible à contenir. Le danger n'avait pas de visage public. Il pouvait être n'importe qui. Un voisin qui salue poliment, un homme qui tourne sa pelouse le dimanche, un père de famille qui range ses courses dans le coffre, un employé sérieux, un croyant appliqué, un citoyen de cette Amérique moyenne qui inspire plus facilement la confiance que la méfiance. C'est cela, au fond, qui rend le nom de Dennis Rader si durablement insupportable. Il ne correspond pas à l'image que l'on voudrait donner au mal pour se rassurer. Il ne surgit pas sous l'apparence d'un chaos flamboyant. Il avance avec méthode. Il calcule, il observe. Il attend, et pendant des années. Il réussit à s'effondrer dans le décor avec une efficacité presque surnaturelle. Il y a dans cette histoire une contradiction qui brûlait encore.
Comment un homme peut-il organiser le horreur avec une précision aussi forte et continuer ensuite à vivre dans la routine la plus banale, comme si ces crimes appartenaient à une autre pièce de sa maison intérieure. Une pièce verrouillée, invisible, que personne autour de lui n'imaginait même devoir chercher. Dans les affaires criminelles, on croit souvent que l'accroche se trouve dans la violence elle-même, dans la brutalité du geste, dans le sang, dans l'effraction, dans l'irréparable, mais ici. Ce n'est pas seulement la violence qui agrippe, c'est la distance. La distance entre l'apparence et l'acte, entre le quotidien et l'abîme, entre le sourire convenable et la mécanique du prédateur. C'est une affaire où le silence a presque autant de poids que le bruit. Le silence des maisons après coup, le silence des familles figées devant l'inexplicable. Le silence de la ville lorsqu'elle comprend que le mal n'est pas passe une fois, puis reparti. Mais ce qu'il rôde peut être encore, qu'il regarde peut être déjà ailleurs. Derrière d'autres fenêtres, et puis il y a l'autre silence. Encore plus dérangeant, celui du tueur lorsqu'il cesse de se manifester pendant un temps. Non parce qu'il aurait disparu, non parce qu'il serait mort ou enfermé, mais parce qu'il a choisi de se taire, comme si la peur qu'il avait semée pouvait continuer à respirer sans lui. Comme si l'absence elle-même pouvait être une façon de régner, car l'affaire BTK n'est pas seulement l'histoire d'un assassin en série. C'est l'histoire d'un homme qui a voulu contrôler le récit de ses crimes presque autant que les crimes eux-mêmes. Il ne lui suffisait pas d'ôter la vie. Il voulait nommer, il voulait scénariser. Il voulait envoyer des signes, des messages, des provocations. Il voulait entrer dans l'espace public comme une énigme souveraine. Non comme un fugitif efface, mais comme l'auteur secret d'une terreur qu'il regardait ensuite se propager dans les journaux. Dans les conversations, dans les regards inquiets au supermarché. À la station service, à la sortie des écoles. Cette volonté de signature change tout. Elle révèle une fin particulière. Une soif de domination qui dépassait le passage à l'acte criminel. Dennis Rader ne voulait pas seulement commettre l'irréparable. Il voulait être lu, il voulait être senti. Il voulait que la ville vive à l'intérieur du piège psychologique qu'il avait construit. Et ce piège. Pendant long temps, a fonction. Parce qu'il exploitait ce qu'une communauté a de plus fragile. Sa confiance dans l'ordinaire. Une ville ne se défend pas seulement avec des serrures, des patrouilles, des alarmes ou des consignes de prudence. Elle se défend aussi avec l'idée tacite que la plupart des gens autour d'elle n'ont pas l'intention de la détruire. Lorsqu'un homme comme Rader apparaît, cette idée se fiche. Tout devient suspect. La politesse peut être un masque. La normalité, une signe. Le temps lui-même devient inquiétant. Les années passant, et l'on ne sait plus si l'on doit se rassurer parce qu'il ne se produit rien, ou trembler parce que l'absence d'événements n'éprouve rien du tout. Dans certaines affaires, l'arrestation vient vite, presque comme un réflexe de la société pour refermer la plaie. Ici, la plaie est restée ouverte pendant des décennies. Le mot pesé, il signifie des anniversaires traversés avec des absences autour de la table. Il signifie des enfants grandissants avec le souvenir incomplet d'un parent disparu. Il signifie des enquêteurs qui vieillissent avec le dossier. Il signifie des habitants qui finissent par superposer deux époques dans leur mémoire, la vie d'avant et celle d'après. Pendant ces temps, Dennis Rader continuait à exister au milieu des autres, comme si rien. Dans la forme visible de sa vie, n'était assez criante pour le désigner. Et c'est là que l'affaire prend une dimension presque insupportable sur le plan psychologique. Il ne s'agit plus simplement de se demander comment un homme est tué. Il faut aussi se demander comment il rentrait chez lui ensuite, comment il parlait, comment il mange, comment il travaille. Comment il serrait des mains, comment il remplit des obligations ordinaires en gardant en lui une telle chambre froide.
Cette dissociation-là est peut être l'un des véritables noyaux de l'effroi, parce qu'elle contredit notre besoin de croire que le mal extrême se voit faussement. Qu'il déforme le visage, qu'il trouble la voix. Qu'il laisse filtre une étrangeté repérable, or parfois, non. Parfois, il apprend les codes. Il imite les calmins. Il emprunte la silhouette du voisin respectable. Il patiente assez longtemps pour que la société se fatigue de regarder au bon endroit. Et lorsqu'il reprend contact, bien des années plus tard, ce n'est pas le geste d'un homme trac qui veut se rendre. C'est encore une tentative de maîtrise, encore un jeu de présence et d'absence. Encore cette arrogance étrange qui consiste à croire que l'homme peut tenir la pure en laisse, la relancer, la modeler, la distribuer à son rythme. Seulement cette fois, s'il retourne vers les autorités, vers les médias, vers le théâtre de sa propre légende, contient déjà sa chute en germe. Il y a quelque chose de profondément révélateur dans ces mouvements. Comme si le silence n'avait pas suffi, comme si l'oubli relatif, ou du moins la diminution de son omniprésence dans l'espace public, avait été insupportable à que lui qui se voyait comme l'architecte d'intérieur mémorable. Revenir, que tête réclame sa place. Réactive le récit, force le monde à le regarder encore. Mais quand un homme passe tant d'années à croire qu'il contrôle tout, il finit parfois par confondre intelligence et impunité. Il sous-estime les détails. Il oublie que la patience n'appartient pas qu'au prédateur. Elle appartient aussi à l'enquête, à la science, à la mémoire institutionnelle. À l'obstination des policiers qui continuent à assembler des fragments longtemps après que les journaux ont cessé de faire leur une. L'histoire de BTK est donc traversée par une ironie terrible. Celui qui voulait rester maître de la narration a fini par offrir lui-même l'ouverture qui permettrait de le ramener du statut de spectre à que lui d'homme identifie. Arrête. Jugé, enfermé. Derrière les initiales qui avaient fini par devenir presque mythiques, il n'y avait pas une abstraction, pas une force surnaturelle, pas un fantôme invincible, mais un homme de chair, des routines, des habitudes, des vanités, un homme dont les crimes étaient immenses, mais dont la toute puissance imaginée a fini par craquer sous le poids de sa propre suffisance. Pourtant, même après l'arrestation, même après les avis, même après les condamnations, quelque chose dans l'affaire refuse de se refermer proprement. Parce que la justice peut nommer, prouver, condamner, enfermer. Elle ne peut pas annuler l'effet produit sur une ville, sur les familles, sur les survivants du cercle de ces disparitions. Elle ne peut pas rendre leur innocence aux maisons ordinaires. Elle ne peut pas effacer cette sensation, pour ceux qui ont vécu ces années-là, que les dangers à long terme marchés à visage découvert sans jamais paraître dangereux. Elle ne peut pas réparer complètement ce que la durée era grave. Car le temps, ici, n'a pas seulement éloigné les faits, il les enfonce plus profondément dans les vies. Dans les affaires brèves, le choc est frontal. Dans les affaires étirées, il sédimente. Il devient une couche dans la mémoire collective. Wichita n'a pas seulement été le décor d'une série de meurtres. Elle a été le théâtre d'une longue cohabitation forcée avec l'inconnu. Une ville obligée de poursuivre sa vie avec quelque part. La conviction qu'un homme la regardait peut être encore derrière un masque de banalité. C'est cette banalité qui glace le plus quand on revient sur le dossier. Pas parce qu'elle atténue l'horreur, mais parce qu'elle l'amplifie. Si le monstre avait eu l'apparence attendue du monstre, l'esprit humain pourrait au moins ranger l'affaire dans une catégorie rassurante. Celle de l'exception visible, du danger identifiable. Mais Dennis Rader a cru autre chose, quelque chose de plus perturbant. L'idée qu'une vie bien rangée peut parfois servir de façade à une violence extraordinairement organisée. À partir de là,
L'accroche n'est plus un simple point d'entrée narratif. Elle devient une question empoisonnée. Une question qui reste dans la gorge bien après les premières minutes d'un récit. Queste convoit vraiment des gens qui nous entourent. Dans combien de gestes ordinaires projetons-nous une innocence automatique? Combien de fois la respectabilité n'est-elle qu'un costume bien repassé? Et qui devient une communauté lorsqu'elle découvre que l'un des siens est sous. Pendant tant d'années. Compartimenter l'horreur avec une telle discipline. On pourrait croire que cette affaire commence avec un premier meurtre. Avec une date, avec un nom de victime, avec une scène figée dans les archives, mais émotionnellement. Elle commence avant cela. Elle commence dans le contraste entre le calme apparent d'un territoire et la brutalité à venir. Elle commence dans la confiance que les habitants accordaient sans y penser à leurs ruses, à leurs maisons, à leur rythme familier. Elle commence dans tout ce qui semblait stable avant que le réel ne se déchire. Puis elle avance comme une contamination méthodique, laissant derrière elle non seulement des morts, mais une atmosphère, une pure séchée. Tenace, qui n'explose pas toujours en crise, mais qui s'installe dans les réflexes, dans les vérifications déportées, dans les regards jetés par-dessus l'épaule, dans les conversations place basses à la nuit tombée. Cette affaire a l'odeur des maisons closes trop tôt, de l'air d'hiver qui colle aux joues lorsqu'on sort et que l'on presse le pas. Du papier journal foisse entre des mains inquiètes, du café refroidi sur une table de cuisine pendant qu'on relit un article pour la troisième fois sans réussir à comprendre comment un être humain a pu choisir un tel nom pour lui-même. BTK, 3 lettres comme des clous. 3 lettres qui n'adoucissent en rien, qui résument au contraire une prétention terrifiante. Celle de pouvoir découper la souffrance en étapes, comme une séquence maîtrisée. À cet instant, le récit nous saisit tout entier, parce qu'il nous force à regarder non seulement l'horreur, mais l'intention d'horreur. Pas une explosion incontrôlée, pas une folie confuse. Une volonté, une préparation. Une manière de faire de la peur un projet est au centre de ces projets. Il y a un homme qui, pendant des années, amène une existence apparemment ordinaire, comme si la monstruosité pouvait cohabiter avec les décors les plus banals sans jamais les fissurer en surface. Voilà pourquoi, encore aujourd'hui, cette affaire ne s'écoute pas comme les autres. Elle ne tient pas seulement à ce qui a été faillite, mais à la façon dont cela a été pensé. Dissimule. Revendique, puis réintroduit dans l'espace public par son propre auteur. Elle ouvre une porte qu'on préférerait garder fermée, celle qui mène à la possibilité d'un mal patient. Organize, socialement invisible. Et lorsque cette porte s'ouvre, mime un peu. Ce n'est pas seulement Wichita que l'on regarde, c'est n'importe quelle rue tranquille. N'importe quel quartier sans histoire, n'importe quelle maison éclairée à la tombée du jour. C'est cela, la véritable accroche de l'affaire Dennis Rader. Pas seulement un tour, pas seulement une série de crimes, mais la découverte progressive, suffocante, qu'un homme peut vivre au milieu des autres comme un rouage docile du quotidien, tout en nourrissant un secret d'une mécanique de domination et de mort. Une mécanique si froide, si méthodique et si longtemps dissimulée qu'elle a fini par contaminer bien au-delà de ses victimes directes. Une ville entière, un état entier. Et durablement, l'idée même que l'on se fait de la normalité. Au milieu des années 1970, Wichita n'avait rien d'une ville que l'on associe spontanément à l'horreur. Vue de loin, elle ressemblait à l'une de ces villes américaines où tout semblait réglé par des habitudes suffisamment solides pour traverser les saisons sans drame visible. Les rues résidentielles déroulaient leurs maisons modestes, leurs allées en béton. Les ours pelousés s'entretenaient avec sérieux. Selon les quartiers, les mêmes silhouettes revenaient chaque semaine comme les pièces rassurantes d'un décor immobile.
Un voisin qui sort les poubelles avant la tombée du jour. Une mère qui rappelle un enfant depuis le perron. Un homme qui lave sa voiture le samedi matin. L'odeur de l'herbe coupée qui reste suspendue dans l'air chaud. Puis la lumière du soir qui descend lentement sur les clôtures basses et les fenêtres tirées, le Kansas. Avec son horizon large, son ciel qui semble ne jamais finir. Portait déjà en lui une impression de visibilité presque totale. On imaginait volontiers les choses simples. Franches, lisibles. Les gens travaillant, s'organisant, priant, élevant leurs enfants, observant les règles, la vie paraissait moins spectaculaire qu'ailleurs. Mais plus stable, et cette stabilité, in apparence anodyne, allait devenir le premier grand trompe, l'ouïe de l'affaire. Car pour comprendre ce qui a rendu BTK si effroyable, il faut d'abord comprendre le monde dans lequel il a pris forme. Il n'est pas né dans un décor de décomposition visible. Il ne surgit pas d'un territoire déjà défini par le chaos. Il s'inscrit dans une ville moyenne, dans une société de proximité. Dans un tissu de relations ordinaires où l'on se connaît parfois de nom, parfois seulement de vue. Mais ici où l'on partage une même croyance silencieuse, celle que l'horreur absolue appartient à d'autres lieux, à d'autres vies, à d'autres journaux. Wichita, au fond, n'est pas prêté à se penser comme le théâtre d'une traque lente et méthodique, si n'est pas qu'elle ignorait la violence du monde. C'est ce qu'elle ne l'imaginait pas s'installer chez elle, au cœur de ses ruses familières. Avec cette obstination froide qui allait bientôt la marque, le contexte historique compte aussi. L'Amérique des années 1970 traverse des séquelles profondes. Les institutions ont déjà perdu une part de leur innocence. Les médias changent de ton, la société s'éteint. Mais dans les foyers de la classe moyenne, il reste encore une forte confiance dans les cadres domestiques comme forteresse morale. La maison, surtout dans une ville comme Wichita, n'est pas seulement un lieu de vie, c'est une frontière symbolique. Derrière la porte, il y a la famille. Les repas, les routines. Les disputes ordinaires, les devoirs des enfants. Les lessives, les calendriers punaises dans la cuisine. Les chaussures qu'on enlève à moitié distraitement. La radio qui joue quelque part. Les gestes répétés si souvent qu'ils n'attirent plus le regard. Toute la force de BTK viendra de là. Il s'attaquera à cette illusion du réfugié. Il prendra pour terrain non les marges, mais le centre intime, non le monde lointain. Mais la pièce d'à côté, non le lieu où l'on s'attend à être menace. Mais celui où l'on baisse la garde, avant même que son nom ne circule. Avant même que les initiales ne deviennent une formule de terreur, il y a donc si climate initial. Cette Amérique des quartiers calmes, des familles ordinaires. Des codes social stables, c'est dans ce cadre que Dennis Rader grandit. Ces formes apprennent à se présenter au monde sous un jour acceptable. Et là encore, le contexte joue un rôle essentiel. Non comme excuse, mais comme surface de camouflage. Rader n'est pas un homme que son environnement désigne d'emblée comme radicalement étranger au groupe, bien au contraire. Il comprend les codes de la respectabilité. Il comprend la valeur de l'apparence. Il comprend ce que les gens attendent d'un homme convenable. Il sait si qu'il faut montrer et ce qu'il faut retenir. C'est l'un des aspects les plus troublants du dossier. Les contrastes ne viennent pas seulement du fait qu'un assassin a vécu parmi les autres, mais du fait qu'il a su exploiter avec une précision remarquable tout ce qu'une communauté valorise en surface. La discrétion, l'ordre, la régularité, la capacité de rentrer dans le rang, plus tard. Lorsqu'on regardera sa vie publique, on verra cette façade propre. Cette silhouette presque banale. Cette impression de normalité suffisamment lisse pour désarmer l'intuition. Mais avant que l'on en arrive là, il faut revenir à ce qui fait de Wichita un terrain particulier pour une longue terreur.
Dans une métropole géante, l'anonymat protégeait parfois les prédateurs autant qu'ils isolent les victimes. Et Wichita, le paradoxe est différent. La proximité devrait être rassureur, et c'est elle qui devient empoisonnée. Les habitants ne vivent pas dans l'idée d'une foule indistincte, ils vivent dans l'idée d'un monde à taille humaine. Cela change la texture même de la peur quand le danger surgit dans un espace déjà perçu comme distant. La société se rédite, mais elle est encore mentalement l'assigner à l'immensité impersonnelle. Quand il surgit dans une ville où les habitudes sont lisibles, la peur devient intime. Elle n'est plus seulement la crainte d'un criminel, elle est la suspicion du familier. Les rues elles-mêmes changent de sang, une clôture. Un stationnement prolongé, une voiture vue plusieurs fois. Un inconnu qui observe trop long temps, tout cela commence à prendre un relief nouveau. Le contexte de l'affaire, BTK, c'est donc aussi celui d'une dégradation progressive du sentiment d'évidence. Les habitants vont apprendre à regarder autrement si qu'ils voyaient sans y penser, mais avant cette contamination. Il y a la vie telle qu'elle est, les églises occupant une place importante dans le paysage moral. Les familles s'inscrivant dans des routines où le travail, le voisinage. La foi, l'école et la réputation fomentent encore une ossature très solide. On ne vivait pas hors du regard social, on vivait à l'intérieur de lui, être perçu comme un homme sérieux. Un père stable, un membre utile de la communauté. C'est la comptête, si contexte est capital. Parce qu'il a offert à Dennis Rader un théâtre parfait, il ne lui suffisait pas de cacher ses crimes, il lui suffisait souvent d'habiter correctement son rôle. Plus son environnement valorise les signes extérieurs de conformité, plus celui qui sait les reproduire avec discipline gagner en invisibilité. Et Rader, justement, est un homme de discipline apparente, pas une discipline morale. Bien sûr, mais une discipline de façade. Une maîtrise du comportement, une compréhension de ce qu'il faut les savoir. L'affaire se déroule aussi sur fond de transformations médiatiques importantes, à partir des années 1970. Les crimes en série commencent à capter une attention nouvelle, les journaux. La télévision locale, les services d'enquête et le public entrant dans une relation plus intense avec certaines affaires. Surtout quand elles semblent défier la police et troubler durablement l'ordre quotidien. Cette visibilité nouvelle crée un espace ambigu. D'un côté, elle aide à informer, à alerter, à diffuser des descriptions, à maintenir la pression sur l'enquête de l'autre. Elle ouvre au tueur narcissique un miroir. Or BTK n'est pas seulement un meurtrier. Il est aussi un homme qui veut se regarder à travers la réaction des autres. Le contexte médiatique de l'époque, avec sa montée en puissance, devient pour lui un terrain de jeu psychologique. Il comprend l'effet des lettres, des messages, des interruptions, des retours calculés. Il comprend qu'il ne tue pas seulement des personnes, mais qu'il fabrique aussi une présence publique, si n'est pas un détail secondaire. C'est une dimension du contexte qui va nourrir sa stratégie. Dans une époque où les autorités ne disposaient pas encore des mêmes outils technologiques qu'au début du XVe siècle. Certaines méthodes de traquage, de comparaison et d'identification restent plus lentes ou plus limitées. La communication du tueur avec les médias et la police prend une place plus corrosive encore. Elle lui permet de flotter au-dessus de l'enquête comme une voix sans corps. Comme une menace écrite qui se moque de l'incapacité collective à la fixer. Mais ce contexte technique ne doit pas faire oublier l'autre toile de fond. Plus humaine, plus sensible. La vie des familles vissées, l'affaire BTK n'entre pas dans un paysage abstrait. Elle frappe des foyers concrets. Des existences ordinaires, des gens dont les journées étaient faites de choses très simples. Dans les quartiers résidentiels de Wichita, les matinées pouvaient commencer avec un radiateur trop bruyant en hiver ou un ventilateur poussif en été.
Une cafetière qui gargouille, des enfants qu'il faut habiller. Presser, nourrir. Comme les après-midi pouvaient sentir la poussière chaude. Le linge, le plastique des sacs d'épicerie, le carton de boîtes qu'on range, les soirées se refermaient sous des lampes de salon. Des repas sans cérémonie, la fatigue un peu sourde des vieilles modestes. C'est cette matière-là que l'affaire va traverser. Et c'est celle qui rend la violence si insupportable. On ne détruit pas seulement des corps, on détruit des rythmes, on brise la continuité discrète de vie qui n'avaient rien demandé d'autre que de continuer. Le contexte social de Wichita donnait donc au drame une texture profondément domestique. Ce n'est pas un monde éclatant, c'est un monde de proximité, d'économie morale, de répétitions familières. Et dans ce monde, Dennis Rader apprend à évoluer. Il n'est pas un météore, il est un homme qui s'installe dans la durée. Cette durée est essentielle. Beaucoup de criminels frappent dans le désordre, dans la fuite, dans l'excès. Puis s'effondrent. Rader, lui, s'inscrit dans le temps long. Cela signifie que le contexte n'est pas seulement celui d'une série de crimes, mais celui d'une coexistence prolongée entre une communauté et un prédateur invisible. Cette coexistence transforme tout. Les enquêteurs travaillent dans la frustration. Les familles vivant dans l'attente de réponses. Les habitants oscillant entre vigilance et épuisement. Et lui, pendant ces temps, continue à respirer l'air commun, à marcher dans des rues ordinaires, à occuper des fonctions banales. Plus le temps passe, plus le contraste devient cruel. On sait dit qu'un homme capable d'une telle violence devrait nécessairement finir par se trahir dans la vie courante. Par là, c'est d'abord quelque chose. Pourtant, le contexte social lui offre précisément ce qu'il lui faut pour durer. Une société qui valorise les apparences stables et qui, comme toutes les sociétés, résiste à l'idée que le mal le plus méthodique puisse porter un visage aussi ordinaire. Il faut aussi mesurer les poids du Kansas lui-même, non comme décor folklorique, mais comme espace mental, les grandes plaines, l'étendue, le ciel, les routes, les quartiers bas, les maisons détachées les unes des autres, tout cela compose un rapport particulier à l'espace. Le silence y a une autre densité. La nuit y semble parfois plus vaste. Le vent y circule autrement dans un récit criminel. Ces éléments ne sont pas accessoires, ils influencent la manière dont une pierre s'installe. Dans un lieu où l'horizon semble ouvert, on pourrait croire que rien ne peut vraiment se cacher. Et pourtant, l'affaire BTK montre exactement l'inverse. Ce qui se dérobe le mieux n'est pas toujours ce qui se cache dans l'ombre épaisse. C'est parfois ce qui marche en plein jour sous une apparence convenable, le Kansas. Avec son imaginaire de droiture et de lisibilité, rend la dissimulation encore plus troublante. Le monstre n'a pas choisi de vivre à la marge du monde visible. Il a choisi de vivre dans sa pleine lumière sociale. C'est cela, le vrai contexte de l'affaire. Non pas la périphérie, mais le centre. Non pas l'exception criante, mais la contamination du normal. Il faut enfin parler de la psychologie et de l'époque face aux tueurs en série au fil des années. L'Amérique apprend à reconnaître ces types de criminels, à le nommer, à les profiler, à le penser comme une figure spécifique. Mais au moment où BTK commence à frapper, cette compréhension n'est ni aussi stabilisée ni aussi utile qu'elle le deviendra plus tard. Il existe bien sûr des enquêteurs expérimentés, des intuitions, des rapprochements, mais le langage public autour de ces affaires n'a pas encore la même précision. Ni les mêmes réflexes. Cela contribue à l'étranger du contexte. Les habitants sentent qu'ils ont affaire à quelque chose de hors norme, mais ils n'ont pas toujours les catégories claires pour l'appréhender. La peur, dans ces moments-là, n'est pas seulement celle d'un homme libre,
si stile d'un phénomène encore mal contenu par les mots, et lorsqu'un criminel s'autobaptise. Lorsqu'il choisit lui-même une signature comme BTK, il s'empare aussi de s'y vider. Il impose son vocabulaire, il grave sa logique dans l'espace public. Il ne vote pas sur les menteurs en secret, il veut modeler la manière dont l'on parle de lui, là encore. Le contexte médiatique et psychologique de l'époque lui donne une image. Ces messages ne sont pas de simples courriers. Ce sont des instruments de domination symbolique. Ils prolongent les crimes dans l'esprit collectif. Ils descendent en substance. Je suis toujours là. Je contrôle encore une part de votre attention. Je peux réapparaître. Pour les habitants de Wichita, cela signifie que le danger n'est plus seulement un risque physique. Il devient une présence mentale. Il s'installe entre les murs. Dans les conversations, dans les articles qu'on découpe ou qu'on replie nerveusement. Dans les regards échangés au travail ou après l'office, dans les recommandations répétées aux enfants. Dans la fatigue de vivre avec quelque chose qu'on ne voit pas mais qui modifie déjà les comportements. Le contexte de l'affaire BTK. C'est donc la rencontre de plusieurs éléments qui se renforcent mutuellement. Une ville ordinaire profondément attachée à la stabilité. Un tissu social fondé sur l'apparence de respectabilité. Une époque médiatique où la mise en scène criminelle commence à trouver un écho plus large. Des outils d'enquête encore limités par rapport à ceux qui émergeront plus tard est au centre de tout cela. Un homme qui comprend extraordinairement bien comment s'insérer dans ces paysages sans en troubler immédiatement la surface. C'est cette conjonction qui rend l'affaire si claquante. On a parfois tendance, avec le recul, à réduire le contexte à un simple prélude avant les faits les plus terribles. Mais ici, le contexte est déjà une partie de l'horreur, parce qu'il explique comment les monstres ont pu respirer si longtemps au milieu des autres sans être immédiatement désignés. Il explique pourquoi la peur a mis si longtemps à se refermer sur un seul visage. Il explique pourquoi Wichita ne cesse pas seulement sentir frappé, mais infiltré. Et surtout, il explique l'onde de choc moral qui suivra plus tard les révélations sur Dennis Rader, lorsqu'un homme pareil est enfin identifié. Ce ne sont pas seulement ces crimes que l'on regarde, c'est tout le décor qui l'apporte invisiblement. Tout ce qui la traverse sans être arrêté, toutes les poignées de main, tous les regards polis, toutes les routines qui la habitent comme si elles lui appartenaient aussi. C'est là que le contexte devient vertigineux, parce qu'il oblige à admettre ceci. L'horreur ne cesse pas contenter de visiter Wichita. Elle y a travaillé patiemment sous le masque de l'ordinaire. Au milieu des églises, des pelouses, des cuisines modestes, des rues paisibles et des saisons qui passaillent. Elle a appris à parler le langage du voisinage. Elle a emprunté la silhouette d'un homme banal. Et c'est dans cette banalité parfaitement entretenue que se trouve la vraie nuit de l'affaire BTK, avant qu'une affaire criminelle ne devienne un nom de dossier. Une chronologie, un sigle glaçant à un objet de fascination collective. Elle appartient d'abord à quelqu'un, à une voix ordinaire, à des gestes simples, à une fatigue du soir, à une tasse posée trop vite sur une table, à un manteau qu'on replie sans y penser, à une main qui lisse les cheveux d'un enfant, à une respiration qui ne se doute de rien. Dans l'affaire BTK, c'est peut être là que se trouve la blessure la plus profonde. Derrière les initiales, derrière la mécanique revendiquée par le tueur, derrière cette volonté d'imposer sa propre signature au monde, il y avait des vies modestes, reals, imparfaites, aimantes, traversées par les mêmes soucis que toutes les autres. Des foyers où l'on comptait de l'argent, où l'on pensait à la lessive, à l'école, aux repas, aux heures de travail, aux rumeurs de saison, aux petites contriettes sans importance, le témoignage de la victime. Ici, ne se réduit pas à des mots prononcés devant une caméra ou consignés dans un procès verbal.
Il existe aussi dans tout ce que les victimes ont laissé derrière elles sans le savoir, la forme d'une journée, la disposition d'une pièce, un objet de place, une habitude interrompue, le souvenir d'un proche disant qu'elle était comme ceci ou comme cela, qu'elle riait d'une certaine manière, qu'elle avait peur de certaines choses, qu'elle supportait tout, qu'elle tenait la maison, qu'elle essayait d'avancer quand une personne est brutalement arrachée au monde. Son témoignage survit parfois moins dans une phrase que dans la trace d'une existence. Et dans cette affaire, cette existence avec le visage du quotidien, il faut imaginer ces maisons avant l'horreur. Il faut les imaginer avec leur désordre normal, leurs odeurs de cuisine, leurs couloirs trop étroits, leurs meubles ordinaires, leurs petites réparations repoussées à plastard, leurs fenêtres parfois mal isolées, leurs chambres où s'entassent des couvertures, du linge, des jouets, des papiers, des vies. Il faut imaginer les femmes visées par Dennis Ryder non comme des silhouettes figées dans une archive criminelle, mais comme des présences complètes, des femmes qui avaient des journées remplies, des corps fatigués, des pensées qui revenaient en boucle, des obligations qui ne laissaient pas toujours le temps de s'asseoir, des femmes qui ont probablement passé des heures à arranger l'ordinaire, à maintenir quelque chose de stable autour d'elles pendant que le monde extérieur, en apparence, continuait de ressembler à une ville tranquille du Kansas. Le témoignage de la victime commence là. Dans cette matière presque invisible de la vie avant tout, une mère ne se raconte pas seulement par ce qu'elle dit, elle se raconte par la manière dont elle anticipe les besoins des autres, par la façon qu'elle a d'étendre l'oreille de ce que nous font tous dans une autre pièce, par les comptes qu'elle refait mentalement devant un tiroir de cuisine ouvert, par ces demi-soupirs qu'elle laisse échapper lorsqu'elle s'aperçoit que la journée file trop vite, par la fatigue contenue dans ses épaules, par le réflexe de se lever même quand elle aurait voulu rester assise. Si sont de petites choses, mais si sont elles qui rendent la victime réelle. Et face à une homme comme Raider, qui réduisait des êtres humains à des scénarios de domination. Il est essentiel de revenir à que la victime n'était pas un rôle dans son fantasme. Qu'était une personne déjà pleine d'elle-même, déjà reliée aux autres, déjà attendue, déjà aimée. Dans les récits de tueurs en série, on sent souvent une menace. C'est là que la parole du meurtrier finisse par écraser tout le reste, par occuper l'espace à force de détails macabres, de signatures, de psychologie froide, de méthodes de calcul. Ou la seule manière de résister à cet écrasement, c'est de redonner de l'épaisseur à ce qu'il a voulu effacer. Les témoignages de la victime, ainsi cadrés, deviennent presque un acte de restitution. Il ne s'agit pas d'inventer une scène larmoyante. Il s'agit de regarder la vie à hauteur humaine, avant qu'elle ne soit happée par l'obscénité du crime. Dans une maison de Wichita, cela pouvait être le bruit d'un poste de radio allumé trop basse, une vaisselle qui sèche près de l'évier, un enfant qu'il faut appeler du foie, une lumière de fin de matinée qui entre de biais dans une cuisine, la poussière visible seulement quand le soleil la découpe. L'odeur du café encore tiède, du sel d'un savon bon marché. Cela pouvait être l'inquiétude diffuse d'un parent pour la suite, pour le loyer, pour le travail, pour les enfants, pour la santé, pour tout ce qui compose la charge discrète des vies modestes. Et c'est précisément parce que tout cela est si banal que la violence à venir paraît inhumaine. Le tueur se nourrit de contrôle, de mise en scène, de fantasmes de puissance. La victime, elle, est dans la vérité nue du quotidien. C'est la clé du monde heurtant. L'une est artificielle, Freud, ritualise, centre sur la domination. L'autre est vivante, imparfaite, occupe à tenir debout lorsque l'on cherchait les témoignages des victimes de BTK. Il faut aussi écouter ce que disent les proches, même en silence.
La mémoire familiale ne livre pas toujours des phrases spectaculaires. Elle donne autre chose. Un portrait fragmentaire, mais vibrant. On se souvient d'une manière de se tenir dans l'embrasure d'un porteur, d'un rire plus fort que prévu, d'une façon de faire taire une inquiétude pour ne pas alarmer les enfants. On se souvient d'une présence. Et cette présence finit par valoir plus qu'un dossier. Une victime n'est pas seulement celle qui a subi. C'est celle qui, avant cela, existait avec une densité que le meurtrier ne comprenait pas ou refusait de reconnaître dans l'univers mental de Dennis Rader. Les autres n'étaient pas des mondes. Ils étaient des surfaces sur lesquelles projetait sa volonté. Des corps à l'intérieur d'un rituel personnel, des vies réduites à une fonction dans son propre théâtre intérieur. C'est précisément pour cela que la partie consacrée au témoignage de la victime doit prendre le contre-pied absolu de son regard. Il faut restituer l'humanité là où lui ne voyait qu'un scénario. Il faut ralentir là où il cherchait à confisquer. Il faut s'attarder sur des détails qui, pour lui, n'avaient aucune valeur. Mais qui sont la preuve même qu'il a détruit quelque chose d'infiniment plus vaste que ce qu'il croyait maîtriser. Une femme dans une maison n'est jamais seulement encore présente dans l'espace. Elle est une mémoire en train de se fabriquer. Elle est le centre discret de routines que les autres tiennent pour acquises jusqu'au jour où tout s'effondre. Son témoignage est parfois dans les objets qu'elle laisse derrière elle, une veste accrochée à un dossier de chaise. Un carnet avec des notes banales, un vêtement plié à moitié. Des corsets posés là où elles ne seront jamais rangées. Il y a dans ces traces domestiques une douleur très particulière. Parce qu'elles montrent les temps interrompus, la victime n'avait pas fini sa journée. Elle n'avait pas conscience d'être entrée dans la dernière heure de sa vie. Elle pensait probablement à des choses minuscules et urgentes. Ainsi qu'il fallait faire ensuite, ainsi qu'il ne fallait pas oublier. Ainsi qu'il attendait dans la pièce d'à côté, et cette innocence pratique. Cette immersion dans l'ordinaire est l'une des choses les plus bouleversantes à contempler après coup. Le témoignage de la victime, c'est aussi cette absence de spectacle dans l'instant qui précède. Rien dans une matinée ordinaire. N'annonce la monstruosité avec la forme que le cinéma lui donne. Il n'y a pas de musique, pas de pressage net, pas de lumière spéciale. Il y a seulement une suite de gestes familiers, le lit qu'on a quitté trop tôt. Le froid ou la chaleur qu'on remarque à peine, le bruit du quartier dehors. Une voiture qui passe, un chien au loin. Une appellance d'une piste à l'autre, peut-être une pensée agacée. Peut-être un projet remis au lendemain, puis les quotidiens continuent. Jusqu'au point où il ne continue plus, c'est pourquoi les victimes de Dennis Rader témoignent aussi par contraste. Léo avait dit quelque chose que sa violence ne peut pas absorber entièrement. Elle les appartenait au monde des autres, au monde commun, celui de la tendresse, de la responsabilité, des contraintes, des habitudes, des attachements. Lui venait du monde clos de la prédation, de la fixation, de l'obsession et du contrôle, si face-à-face est au cœur de l'affaire. Et quand on cherche à entendre les victimes, on comprend vite que ce ne sont pas simplement des personnes qui ont croisé la route d'un criminel. Ce sont des personnes qui portent, chacune à leur manière, tout un petit univers parfois fragile, parfois désordonné, parfois éprouvé, mais vivant dans les familles touchées. On peut imaginer les poids d'ayé qui n'a jamais été dit. Les questions restent suspendues. Les souvenirs devenus si précieux qu'ils finissent par faire mal. Les proches qui repassent mentalement les jours précédents. Les dernières conversations. Les détails insignifiants qui deviennent après presque sacrés parce qu'ils sont les derniers. Le témoignage de la victime est souvent relayé par cela. Les choses qui restent. Un frère, une sœur, un enfant, un parent, un voisin, tous deviennent des dépositaires involontaires.
Ils potentes fragments, une expression favorite. Une habitude du matin, une inquiétude jamais formulée. Une force de caractère, une fragilité osée. Parfois, et ces fragments descendent ici. La victime n'a pas commencé avec le crime, elle ne s'y résumait pas. Elle avait déjà une histoire longue, in time, pleine de nuances, dans l'affaire BTK. Cette nécessité de redonner une histoire aux victimes est autant plus importante que le tueur à lui-même essaye d'imposer sa version du récit, ses mots, ses sigles, sa mise en scène. Il a voulu donner le ton, il a voulu coloniser l'imaginaire. Refuser cela, c'est revenir encore et encore à la personne humaine. Ainsi qu'elle ressentait, ainsi qu'elle protégeait. Ainsi qu'elle espérait, on ne saura jamais tout de l'instant intérieur d'une victime confrontée à un prédateur pareil. Et il faut avoir la honnêteté de ne pas prétendre entrer de force dans ce qui ne nous appartient pas, mais on peut approcher quelque chose de vrai en observant les contours de sa vie. On peut sentir l'épaisseur de la peur non dans une phrase inventée, mais dans la réalité de ce qu'elle avait à perdre. Un foyer, des enfants, une dignité, une continuité, une image de l'avenir, même minuscule. On peut imaginer la résistance morale de quelqu'un qui, dans un moment de foi, ne pense peut-être pas d'abord à lui-même, mais à ceux qui sont avec lui. À ceux qu'il faut rassurer, protéger. Calmer, c'est aussi qu'elle. Le témoignage de la victime, la part invisible du courage. Non pas un héroïsme théâtral, mais une force humaine qui se manifeste dans l'instinct de tenir, de gagner du temps, de protéger, de comprendre, d'éviter le pire. Les victimes de BTK n'étaient pas dans un récit policier, elles étaient dans leur vie. C'est à partir de là qu'il faut les regarder. Une vie faite de tension parfois, de joyeuses modesties, de fatigue, de projets inachevés, de gestes répétés, de chaleur humaine. Une vie qui la veille encore pouvait sembler parfaitement ordinaire, au point d'être presque invisible aux yeux du monde, et c'est justement ce caractère invisible, commune, qui rend leur perte si accablante. Car le crime atteint si qui d'habitude. Ne faites pas la une cuisine, un salon, une chambre, une matinée de famille, une voix qu'on entend tous les jours au point de ne plus remarquer quelle structure toute. Après les fêtes, les maisons changeant de nature. Elles deviennent des lieux de preuve, des espaces fouillés, photographies, interprétés. Mais avant cela, elles étaient des réfugiés. Le témoignage de la victime subsiste parfois dans ce basculement lui-même, parce que tout ce que l'enquête observe comme indices fut d'abord une matière de vie. La couverture n'était pas un élément de scène, elle réchauffait quelqu'un. La tasse n'était pas un objet abandonné, elle servait à commencer la journée. Le vêtement n'était pas un repère, il était porté par un corps vivant. Animé, aimé. Dans une affaire comme celle de Dennis Rader, où la froideur et la planification du meurtrier risquaient de fasciner par leur précision, il faut constamment revenir à cette évidence morale. La victime témoignait déjà avant même que le crime n'existait. Simplement par sa manière d'habiter le monde, elle témoignait par sa présence auprès des siens. Par la texture de sa journée, par le poids discret de ce qu'elle soutenait autour d'elle. Et lorsque la violence surgit, c'est cette présence qu'elle attaque en premier. Pas seulement la chair, mais la place occupée dans la vie des autres. Le plus terrible peut être. Est-ce que ceux qui vivaient ces journées ordinaires n'avaient aucune raison de se croire au centre d'une histoire criminelle appelée à marquer durablement l'Amérique? Ils se tiennent dans le concret, dans l'immédiat, dans ce que la vie demande heure après heure. Il y a là une vérité presque insoutenable. Les victimes ne savaient pas qu'elles étaient en train de devenir.
malgré elles, des noms que d'autres prononceraient plus tard avec gravité. Elles n'étaient pas encore des victimes, elles étaient elles-mêmes. C'est cette frontière qu'il faut préserver le plus longtemps possible dans les récits. Les regarder avant le basculement. Les regarder encore debout dans leur monde, avant que ce monde ne soit envahi par un homme qui ne respectait ni la valeur ni la fragilité. Le témoignage de la victime, dans cette troisième partie, est donc moins un monologue qu'une restitution de son humanité, de son rythme, de sa vulnérabilité, de sa force quotidienne, restitution de l'ordinaire qu'elle portait sans en faire un drame. Restitution de cette vérité simple et essentielle, si que BTK a détruite n'était pas une abstraction, mais des existences pleines, concrètes, ancrées dans l'amour et dans l'effort, et place on s'approcher de cette réalité. Place le contraste avec Dennis Rader, deviant insoutenable, d'un côté, une personne engagée dans sa vraie vie, avec SES liens, SES responsibilities, son corps fatigue, son esprit occupé par mille choses de l'autre. Un homme enfermé dans une logique froide, solitaire. Déshumanisé, qui transforme les êtres en supports de fantasmes et la pure nourriture psychique. La victime témoigne donc aussi par opposition. Elle rappelle ici que la normalité est de noble quand elle est vécue honnêtement. Travailler, tenir, aimer, protéger. Continuer, fait ce qu'elle a. Retourne à sa mécanique vide. Voilà pourquoi elle est indispensable. Avant d'entrer dans l'incident lui-même, de s'arrêter longuement ici. Dans cette zone fragile où la victime n'existe encore entièrement en tant que personne, et non comme objet de violence. Dans cette lumière ordinaire des maisons du Kansas, avec leur silence de milieu de journée ou leur fatigue du soir. Dans cette densité presque humble de la vie quotidienne, c'est là que réside son témoignage le plus pur. Pas dans l'effroi qu'elle subit, mais dans ce qu'elle était avant. Dans ce qu'elle faisait tenir autour d'elle, dans ce qu'elle représentait pour les siens. Dans l'empreinte laissée par son absence, et place on écoute cette absence. Place on comprend que l'histoire de BTK n'est pas seulement celle d'un tueur méthodique, mais celle d'un prédateur qui a choisi de frapper au cœur même de ce que la vie a de plus ordinaire. De place vulnérable et de place précieux. L'incident, dans l'affaire Dennis Rader, n'arrive jamais comme un éclair pour net et seul. Il s'installe d'abord dans une préparation invisible, dans une patience malade. Dans une manière de regarder les autres sans être vu, comme si le crime commençait bien avant le moment où une porte s'ouvre, où une ombre entre, où une vie bascule. Chez BTK, l'incident n'est pas seulement l'instant de l'agression. C'est tout ce qui le précède et qui le rend possible, l'observation Freud. Le repérage des habitudes, l'étude des horaires. Le fantasme nourrit en silence jusqu'à devenir une logique d'action. C'est ce qui rend cette affaire si suffocante. On comprend très vite qu'on n'a pas affaire à un homme emporté par une impulsion soudaine, mais à quelqu'un qui approche ses victimes comme on approche un objectif. Avec un calme presque administratif, avec une méthode qui retire à l'horreur toute part d'imprévu pour la transformer en scénario privé. Dans les rues paisibles de Wichita, cela donne à la menace une qualité presque irréelle. Le danger n'était pas un tumulte visible. Il ne faisait pas d'abord de bruit. Il regardait, il attendait. Il s'insinuait dans les interstices du quotidien. Il pouvait prendre la forme d'une voiture aperçue plusieurs fois dans le même secteur. D'un homme qu'on ne remarque pas. D'une présence lointaine trop banale pour devenir un signal d'alarme. Et pendant ces temps, dans les maisons visées, la vie continuait selon sa cadence ordinaire. On préparait un repas. On surveillait les enfants. On traversait une pièce avec du linge dans les bras. On pensait à mille choses plus urgentes que l'éventualité monstrueuse qu'un homme ait fait de cette maison une cible, l'incident.
Alors, naïd de cette collision entre deux mondes qui ne n'obéissent pas aux mêmes lois. D'un côté, la vie réelle, avec sa fatigue, sa distraction. SES routines, sa confiance minimale dans le fait que le foyer reste un abri. De l'autre, la fixation prédatrice, la planification mentale, la volonté de domination qui avance en secret communément enfermée dans une poche. Ce qui se produit au moment des attaques de BTK n'est pas seulement un crime violent, c'est une intrusion absolue. Une annulation brutale des règles qui gouvernent l'espace domestique. La maison cesse d'être une frontière. La porte, la serrure, la clôture, les rideaux. Tout ce qui sépare habituellement les dehors du dedans, tout ce qui aide à croire qu'il existe encore un lieu où l'on échappe à la brutalité du monde. Se révèle soudain insuffisante, et cette révélation a quelque chose de profondément traumatique. Même au-delà des victimes directes, car lorsque l'incident se déroule ainsi, dans l'intimité la plus ordinaire, il ne détruit pas sur les mains des vieilles, il détruit une architecture morale. Il enseigne à toute une ville que le refuge peut être perse, que la banalité ne protège pas, que la normalité visible d'un quartier n'empêche rien. Chez Raider, cette intrusion n'est pas seulement physique, elle est psychologique. Il ne cherche pas uniquement à frapper, il cherche à contrôler. À imposer sa présence, à transformer l'autre en prisonnier d'une logique dont il détient seul les règles. C'est dans cette volonté de maîtrise que l'incident prend sa forme la plus claquante. Il ne s'agit pas d'un débordement. Il s'agit d'une scène imposée, une scène où l'agresseur veut régner sur les gestes, sur le temps, sur la respiration même de ceux qu'il visait. On comprend alors pourquoi le nom qu'il s'est choisi résumait si obscènement sa vision du monde. Il ne voulait pas simplement tuer. Il voulait découper l'événement en étapes, imposer un ordre à l'horreur. Réduire des êtres humains à des séquences dans une mécanique de domination. Cette froideur fait de chaque incident un acte de dépossession totale. La victime n'est plus seulement menacée dans sa vie, elle est arrachée à son autonomie la plus élémentaire. À sa capacité de décider, de circuler, de se protéger, d'être sujet de son propre corps. Et cette logique, précisément, est ce qui distingue l'affaire BTK d'une violence plus chaotique. ICI, le crime est pensé comme une prise de pouvoir intégrale. Il y a dans l'incident une dimension presque théâtrale. Mais un théâtre sans public visible, un théâtre qu'on coupe un seul regard. Celui du tueur lui-même, qui se nourrit de la peur, de la soumission, de l'idée qu'il règne pendant quelques minutes ou quelques heures sur un univers qui ne lui appartient pas. Dans les maisons qu'il vise, tout l'ordinaire devient alors matière à froid. Le salon, la chambre, le couloir, les jouets d'enfants, les vêtements laissés sur une chaise, les rideaux, les lampes, les bibelots, toutes ces choses modestes qui composent une vie prennent soudain une texture tragique. Elles sont encore là, intactes en apparence, mais elles assistent désormais à autre chose. À la rupture de l'ordre humain, il faut imaginer le silence après l'entrée. Pas un silence abstrait, mais si un silence particulier qui se forme quand le quotidien se détraque d'un coup sans que l'esprit puisse encore le comprendre. Un silence traversé par des voix précipitées, des injunctions, des mouvements contraires, la peur qui monte si vite qu'elle semble d'abord irréelle. Le place terrible, dans l'incident. Es peut être 7 secondes où l'on comprend que ce qui est en train d'arriver ne ressemble à rien de familier, qu'il ne s'agit ni d'un malentendu, ni d'un simple cambriolage, ni d'une menace continue, mais d'une volonté entière, glacée, déterminée, et parce que Rader préparait ses attaques. Cette seconde n'était pas pour lui un moment de confusion. C'était le commencement de ce qu'il avait déjà imaginé. C'est cette asymétrie qui rend la scène moralement insupportable. La victime découvre le cauchemar pendant que lui exécute déjà son plan.
Elle tentait de comprendre pendant qu'il cherchait à verrouiller. Elle essaie de protéger pendant qu'il cherche à dominer. Elle évite l'événement comme une catastrophe sans son pendant que lui l'évite comme la réalisation d'une obsession. Toute la croûte de BTK est contenue là, dans cette différence de position intérieure pour ses victimes. L'incident est une rupture de la réalité. Pour lui, c'est un accomplissement. Et cette vérité-là ne doit jamais être racontée avec complaisance. Mais elle doit être dite clairement parce qu'elle permet de mesurer la profondeur du mal à l'œuvre. Il ne s'agit pas seulement d'un homme violent. Il s'agit d'un homme qui a cultivé le désir d'imposer la terreur comme un mode de relation. Dans ce type d'attaque, le thème lui-même change de texture. Quelques minutes plus vont semblent s'étirer avec une lenteur insoutenable. Le moindre geste prend un poids immense. Le regard se fixe sur des détails absurdes parce que l'esprit, pour ne pas céder tout de suite à la panique, s'accroche à ce qu'il connaît encore. La lumière sur un mur, la position d'une chaise, le bruit d'un vêtement qu'on frôle. L'air dans une piste trop fermée, un enfant qui bouge. Une respiration trop rapide, une odeur domestique soudain déplacée par la présence de l'intrus. Dans les affaires où le crime entre dans le foyer, ces détails deviennent presque plus douloureux que les grands éléments du dossier, parce qu'ils rappellent que l'horreur a eu lieu non dans une aileuse abstraite, mais dans la matière concrète de la vie. Chez BTK, l'incident porte aussi une autre marque, celle de la répétition, même si chaque est attaqué à sa singularité. Elles finissent par dessiner une méthode, une façon de choisir, d'approcher, de prendre le contrôle. Et cette répétition transforme l'événement individuel en phénomène collectif. Une attaque n'est plus seulement un drame localisé. Elle devient un signal pour toute la ville. Quelqu'un fait cela. Quelqu'un le fait selon une logique. Quelqu'un peut recommencer. Cette perspective pesait déjà, même à l'intérieur de l'incident lui-même. Lorsque l'on le reconstruit après coup, car si qui arrive dans une maison particulière déborde immédiatement cette maison. Le crime commence dans l'intime, mais il se propage ensuite dans l'imaginaire commun. Les habitants comprennent que la frontière entre leur propre salon et celui des victimes n'est pas aussi solide qu'ils le croyaient. Ils voient les mêmes types de rues, les mêmes clôtures, les mêmes rideaux. Ils se reconnaissent dans le décor. Et ce décor familier devient alors le support d'une peur nouvelle. Pourtant, au centre de l'incident, il faut résister à la tentation de ne voir qu'un schéma, car pour ceux qui le subissent. Rien n'est schématique, tout est immédiat. Charnel, irreversible. Il y a l'incompréhension, puis la peur. Puis parfois cet instinct presque animal qui pousse à chercher une issue même là où il n'est en passe, à protéger les autres. A parlor, à gagner du temps, à transformer quelques secondes en possibilité de surveiller, face un homme comme Dennis Rader. Cette résistance pouvait être minuscule, presque invisible. Mais elle n'était pas moins réelle. Elle existait dans le refus intérieur d'être réduite au rôle que le tueur voulait imposer. Elle existait dans l'élan de défendre un enfant, dans la tentative de négocier, dans le regard lance vers une porte, dans l'effort de rester présent alors même que la terreur dissout tout. C'est une chose importante à rappeler. L'incident n'est pas seulement le lieu de la domination du tueur. Il est aussi celui où la dignité de la victime est luttée encore et parfois dans des gestes infimes. Contre l'effacement qu'on veut lui infliger, mais le projet de BTK, précisément, consiste à écraser cette dignité. À transformer l'autre en pur objet de sa volonté, c'est pourquoi ces crimes ont laissé une empreinte aussi durable. Ils ne relèvent pas seulement de la mort infligée, ils relèvent d'une humiliation méticuleuse du vivant. Une attaque de BTK n'était pas une simple agression au sens brut. C'était une entreprise de contrôle total. Pensée pour produire non seulement la faim, mais la peur, la contrainte, la sensation d'être captif d'un esprit froid,
Lorsque les enquêteurs et les proches reviennent ensuite sur les incidents, ils ne rencontrent pas seulement des faits. Ils rencontrent une logique. Et cette logique est ce qui glace le plus. On devine la vente, on devine les repérages. Les attentes, le calcul du moment. On comprend que la scène n'est pas née d'une opportunité improvisée, mais d'un processus. Si et qui cesse jouer dans la maison avait déjà commencé bien avant, dans la tête de l'homme qui avait caillé vers elle. C'est là que l'affaire BTK prend une dimension presque insupportable. Le foyer n'est plus seulement le lieu où la violence entre. Il devient le point final d'une trajectoire secrète, d'une volonté qui se nourrit de l'ordinaire de cette famille sans qu'elle le sache. Et il y a quelque chose de profondément obscène dans cette idée qu'un inconnu regarde de loin des vies ordinaires, non avec curiosité humaine, mais avec appétit de domination. Après l'incident, il reste toujours un contraste terrible. Les objets sont parfois encore en place. Le quartier a encore son apparence normale. Le ciel du Kansas continue de s'éteindre comme si rien ne venait de se produire. Les voisins pouvant entendre des sirènes, voir des véhicules. Sentir qu'il se passe quelque chose de grave, mais le décor. Louis reste presque indécent dans sa continuité. Les mêmes maisons, les mêmes arbres, le même trottoir. Cette indifférence apparente du monde extérieur aggrave encore la sensation de réalité. Comme un tout petit encore semble si ordinaire alors que l'irréparable vient d'avoir lieu derrière une façade si semblable aux autres. C'est aussi qu'elle a. L'incident dans l'affaire BTK, une déchirure qui ne modifie pas immédiatement l'apparence du monde. Mais est-ce qu'il ne change jamais la signification à partir de là? Une rue n'est plus seulement une rue, une maison n'est plus seulement une maison. Une fenêtre mal fermée, une porte latérale. Une routine trop visible to deviant charge d'une menace rétrospective. Et pour ce qui, plus tard, reconstituant les faits, une idée revient sans cesse. Il vivait parmi eux. L'homme est capable de seul respirer le même air. Passer peut-être dans les mêmes commerces, croiser d'autres habitants sans attirer l'attention. Puis importer avec lui le secret de ce qu'il venait de faire. C'était sorti du crime. Chez Dennis Rader, est presque aussi perturbante que l'entrée. Parce qu'elle dit quelque chose de sa compartimentation, il ne se dissout pas dans le chaos de son propre acte. Il repart, il se retire. Il retourne vers une existence de surface. Il laisse derrière lui des maisons dévastées, des familles anéanties, des enquêteurs face à l'incompréhensible. Puis il redevient, pour le regard public, une silhouette quelconque. Si il retourne à l'anomalie visible faite partie de l'incident au sens large. Il prolonge la violence en lui donnant une seconde déviée, celle de l'impunité provisoire. Le crime n'est pas seulement commis, il est absorbé, cache. Transporté dans le silence d'un homme qui continue à jouer un rôle social acceptable. C'est cette dualité qui pèse si lourde lorsqu'on raconte la quatrième partie de cette affaire. L'incident n'est pas un moment isolé, c'est un mécanisme complet, une approche, une intrusion, une domination. Puis une disparition dans le décor, et plus on le regarde dans son ensemble. Plus on comprend que BTK ne terrorise pas seulement par ce qu'il faisait, mais par la façon dont il refermait ensuite la porte visible sur lui-même. Il laissait derrière lui le désordre, le deuil, les questions, la panique. Tandis qu'il reprenait sa place dans la société comme si son crime appartenait à une autre dimension de son existence. C'est ce qu'elle a qui a traumatisé Wichita sur le long terme. Pas seulement la violence des incidents eux-mêmes, mais le fait qu'ils aient été commis par quelqu'un capable de se réinscrire aussitôt dans l'ordinaire. Cette possibilité-là est une poisson pour une communauté. Elle détruit la confiance dans les signes extérieurs de normalité. Elle fait de la politesse une surface suspecte. Elle introduit l'idée qu'un homme peut porter en lui un théâtre de domination et pourtant traverser la ville sur l'apparence tranquille d'un voisin quelconque.
lorsque l'on ferme les yeux sur l'incident BTK, si que l'on perçoit finalement. Ce n'est pas seulement une scène de crime, c'est la sensation d'un monde intime qui se fissure sous une pression invisible. C'est la cuisine d'une maison américaine ordinaire, le bruit discret d'un matin ou d'une après-midi banale. Puis l'éruption d'une volonté forte qui transforme ces lieux familiers en territoire de peur. C'est une famille qui ne sait pas encore qu'elle vient d'entrer dans l'histoire criminelle du pays. C'est un homme qui, lui, agit comme s'il suivait un plan depuis longtemps caresse dans l'ombre. Et c'est, au bout de cette séquence, le silence atroce qui suit toujours les catastrophes réelles. Non pas un silence vide, mais un silence encombré de tout ce qui a été brisé. Interrompu, profane. Voilà pourquoi l'incident dans l'affaire Dennis Rader ne doit jamais être raconté comme une simple action criminelle parmi d'autres. Il doit être regardé pour ce qu'il est vraiment. L'instant où un prédateur méthodique entre dans la vie ordinaire avec l'intention d'en prendre le contrôle total. L'instant où la maison cesse d'être refuge. L'instant où l'ordre domestique cède sous la pression d'une obsession forte. Et l'instant, surtout, où une ville entière commence à comprendre que le mal n'a pas besoin de fracas pour s'installer. Parfois, il lui suffit d'un homme patient, d'une rue tranquille et d'une porte qu'on croyait encore capable de tenir la scène de crime. Dans une affaire comme celle de Dennis Rader, n'est jamais seulement un android. Ce n'est pas une adresse sur une carte, un salon figé par les flashs des photographes ou un rapport classé dans une chemise épaisse. C'est une secousse matérielle, un lieu où l'ordre ordinaire d'une maison a été retourné contre lui-même. Une pièce qui, quelques heures place tot, appartenait encore au rythme familier d'une famille, à la chaleur un peu banale d'une matinée ou d'une après-midi sans éclat. Et qui se retrouve soudain chargé d'une densité presque insoutenable dans l'affaire BTK. La scène de crime a d'abord dû être regardée avec les yeux de l'époque, avec les moyens de l'époque, avec cette stupeur particulière qui provoque une violence à la fois intime et méthodique. Les premiers policiers, les premières enquêteuses, les premiers techniciens n'entrant pas seulement dans une maison où l'irréparable avait eu lieu. Ils s'entraient dans un espace où tout parlait en même temps. Le silence parlait. Le désordre parlait. L'absence parlait. L'air lui-même semblait chargé de quelque chose de passe, comme si les mots retenaient encore une tension qui ne s'était pas entièrement dissipée. Il faut imaginer l'arrivée des secours et des forces de l'ordre dans ces quartiers qui, vus de l'extérieur, continuaient presque à ressembler à eux-mêmes. Le ciel du Kansas n'avait pas changé. Les trottoirs restaient les mêmes, les pelouses, les clôtures basses, les voitures garées, les façades modestes, tout semblait encore obéir à la logique rassurante de la vie ordinaire. Et pourtant, à l'intérieur d'une maison, le monde venait de se rompre. Les premières minutes qui suivaient une découverte pareille ont quelque chose de presque irréel. On ne sait pas encore si l'on est devant un drame familial, un cambriolage qui a mal tourné, une agression solide ou quelque chose de plus vaste, de plus organisé, de plus monstrueux. Les esprits cherchent une forme connue pour ranger l'inimaginable, mais très vite. Dans les premières scènes attribuées plus tard à BTK, un malaise d'une nature différente s'impose. Il y a une façon de disposer les choses, une impression de contrôle méthodique au cœur même du chaos. Ce n'est pas l'éclat brutal d'un acte commis dans la confusion pure. C'est autre chose. Quelqu'un est venu avec une intention. Quelqu'un a cherché à dominer, à mettre en scène, à prendre le temps là où l'on s'attendrait à un geste précipité. Et c'est cette sensation-là, peut-être, qui a commencé à glacer les inquiétudes avant même qu'ils disposent d'un nom, d'une signature ou d'un profil précis. Une scène de crime, surtout dans une maison, racontait toujours deux histoires contraires. Elle dit d'abord la vie d'avant. On la lit dans les détails qui subsistent, une tasse,
une couverture, des chaussures, un meuble usé, une veste posée quelque part. La trace d'une journée en cours interrompue au milieu de ses gestes les plus simples. Puis elle raconte la rupture, les moments où la logique domestique a cédé devant une volonté étrangère. Dans l'affaire BTK, cette rupture avait quelque chose d'encore plus cruel parce qu'elle s'inscrivait dans le cœur intime des foyers. Le salon n'était plus un salon, la chambre n'était plus une chambre. Les pièces cessaient d'être des lieux d'usage pour devenir des surfaces d'interprétation. Chaque objet changeait de statut. Si qui, la veille encore, participer au confort banal d'une famille devenait soudain indice, signal, preuve potentielle ou trace muette d'une lutte que personne n'avait vu venir. Il contrôlait, il organisait. Il imposait sa présence avec une froideur qui ne relevait ni du simple cambriolage ni de l'accès de rage désordonne. Au contraire. Il se taillait dans cette confusion terrible propre aux scènes où plusieurs vies ont été détruites d'un seul coup. Pourtant, même dans le choc, certaines choses émergentes. La nature des liens utilise la manière dont certaines victimes ont été maîtrisées. La cohérence des gestes, la sensation qu'un même esprit a dicté l'ensemble. Si type de détail frappait les professionnels, même lorsque le tableau général restait encore flou. On ne parlait pas ici de révélations soudaines ou d'évidences cinématographiques. On parlait de cette intuition lourde qui s'installe quand une scène ne ressemble pas aux catégories rassurantes dont on dispose. Le premier indice, dans une affaire comme celle-ci, n'est pas toujours un objet, c'est parfois une logique. Une intelligence malsaine perceptible à travers l'arrangement de la violence, et cette logique, justement, allait devenir la signature psychologique de BTK bien avant que les initiales ne circulent publiquement. Il y avait, dans ces premières scènes, quelque chose de délibéré, quelque chose qui disait que l'auteur ne s'était pas contenté d'entrer. De frappe, de fuir. Il avait voulu dominer l'espace. La scène de crime gardait l'empreinte de cette prise de pouvoir. Pour les policiers habitués à lire le désordre humain, cela devait produire une impression particulière. Presque physique, une maison ordinaire, avec ses murs, ses meubles, et ses photos peut-être, et ses objets sans importance, avait été traversée par une volonté froide qui avait transformé l'intimité en territoire de contrôle. Et cette sensation contaminait tout. Même l'air semblait avoir changé de texture. Il y a dans les premières heures d'enquête un contraste toujours cruel. D'un côté, les gestes professionnels. Sécurise le périmètre, noter, photographer, observer. Préserve si qui peut l'être. De l'autre, l'humanité brute qui déborde partout. Les proches, les voisins, les visages sidérés. Les questions auxquelles les personnes ne peuvent encore répondre dans l'affaire BTK. Et contraste doit être encore plus violent parce que les scènes portent une brutalité qui dépassait le simple constat criminel. Elles annoncent quelque chose de plus grand que le drame immédiat. Elles laissent entendre qu'un esprit singulier se cachait derrière elles, quelqu'un qui prendrait peut-être garde à sa propre invisibilité. Quelqu'un qui n'aurait pas seulement tué, mais appris quelque chose de lui, même dans l'acte de tuer. Et cette idée-là, même si elle n'était pas formulée immédiatement, devait déjà flotter dans l'atmosphère des premiers constats, les premiers indices matériels. Hughes, étayant le langage concret du crime. Des traces de ligatures, des signes d'intrusion ou d'approche. Des éléments montrant que l'auteur s'était préparé, qu'il avait apporté ou utilisé de quoi neutraliser. Contraindre, prolonger son emprise. Ce n'était pas la scène simple d'un voleur surpris, ce n'était pas l'empreinte banale d'un homme pris dans un accès de violence spontanée. Il y avait une construction, une volonté d'asservir avant d'achever.
C'est là que le cœur psychologique de l'affaire commençait à se dessiner. Celui qui avait fait cela ne cherchait pas seulement à éliminer. Il cherchait à imposer un rituel personnel, et quand une enquête commence à entrevoir l'existence d'un rituel, elle sait qu'elle n'a pas affaire à une violence ordinaire. Elle sait qu'elle entre dans un territoire plus sombre. Celui des obsessions, des fantasmes fixes, du contrôle comme source de jouissance. Les scènes de BTK ne révélaient pas encore toutes. Bien sûr, elles ne livraient pas immédiatement le visage de Dennis Rader. Mais elles livraient quelque chose de presque plus inquiétant au commencement. Elles révélaient le type de regard que le tueur posait sur ses victimes. Un regard qui n'était pas celui d'un homme en fuite, ni d'un homme panique, ni d'un homme emporté par le hasard, qui était le regard de quelqu'un qui transformait des personnes vivantes en pièces d'un scénario intérieur. Cette révélation progressive est essentielle, car elle a conditionné toute l'enquête. Les premiers indices n'étaient pas seulement des éléments pour identifier un auteur, ils étaient aussi des fenêtres ouvertes sur son esprit. Un esprit méthodique, patient, organisé, doté d'un besoin aigu de contrôle. À l'époque, cela ne suffisait pas à l'arrêter. Mais cela suffisait déjà à comprendre qu'il ne fallait pas s'attendre à une résolution rapide ou confortable, quand un tueur pensait ainsi. Il ne laisse pas seulement des traces, il laisse des pièges mentaux. Il oblige la police à se demander non seulement ce qu'il a fait, mais ce qu'il voulait prouver en le faisant. Dans les quartiers concernés, la scène de crime ne restait jamais confinée entre quatre murs. Elle débordait très vite dans l'imaginaire collectif. Les voisins voyaient les véhicules, les rubans de sécurité, les allées et venues. Ils ne connaissaient pas encore les détails, ou seulement par bribes. Mais ils comprenaient qu'il s'était passé quelque chose de gravissime. Et déjà, la peur commençait à prendre racine dans le quotidien, parce qu'une scène de crime dans un lieu familier n'est jamais abstraite pour ceux qui vivent autour. Ils connaissent la taille des pièces, le type de rue, la proximité des maisons, ils savent. Instinctivement, que cela aurait pu être chez eux. Dans une grande ville, la violence peut parfois rester lointaine. Noyée dans la masse, à Wichita. Dans ces rues de vie modeste et tranquille, elle devenait immédiatement personnelle. Les premiers indices restaient dans les mains des enquêteurs, mais leur simple existence suffisait à transformer l'atmosphère d'un quartier entier. On verrouillait davantage les portes, on regardait autrement les fenêtres. On se demandait si quelqu'un observait depuis longtemps sans avoir été remarqué. Ce dernier point est capital. Car c'est précisément ce que la scène de crime commençait à suggérer. L'auteur ne s'agissait pas d'une. Il semblait connaître, anticiper. Prévoir, il n'entrait pas dans l'inconnu. Il entrait dans un espace qu'il avait déjà, d'une certaine manière, colonisé mentalement. Parmi les premiers indices les plus troublants, il y avait aussi cette impression de calme perverse qu'elle a essayé l'autre derrière lui, pas le calme de l'absence. Mais est-ce qu'elle lui donne action réformée proprement dans son esprit? Les scènes n'avaient pas la fureur bruyante de certains crimes passionnels. Elles portaient une autre température, quelque chose de plus froid, de plus découpé, de plus dérangeant précisément parce que cela semblait compatible avec une sortie presque ordinaire du tueur hors du lieu. Il avait pu repartir, se rhabiller symboliquement de banalité, quitter la maison et redevenir, pour le monde extérieur, un homme sans histoire. Cette idée, au début, n'était qu'une hypothèse terrible. Plus tard, elle deviendrait l'un des aspects les plus claquants de tout le dossier. Mais dès les premières scènes, les indices la contenaient déjà en germe. Un homme assez méthodique pour agir ainsi pouvait aussi être assez méthodique pour s'effondrer ensuite dans la foule ou dans la normalité tranquille d'un quartier. Les enquêteurs, bien sûr,
Cherchant des traces physiques, toute enquête commence par là. Fibers, empreintes. Outils possibles, modes d'entrée. Cohérence des gestes, tout ce qui peut permettre de fixer un auteur dans la matière. Mais dans les années où BTK a commencé à frapper, la technologie et l'espace de comparaison n'avaient pas encore la puissance qui, plus tardy, bouleverserait tant d'affaires non résolues. Il fallait travailler avec patience, avec recoupments, avec témoignages, avec intuition, avec endurance, et c'est ce qui rend les premières scènes encore plus tragiques à contempler rétrospectivement. Parce que ces quelles contenaient déjà des fragments de vérité, mais des fragments encore insuffisants pour enfermer immédiatement celui qui les avait laissés. Si le décalage entre ce que la scène dite et ce qu'elle permet réellement de prouver est l'un des drames secrets de toute grande affaire criminelle, en son l'auteur presque présent. On présente sa logique, parfois même son type de personnalité. Mais il manque le fil décisif, celui qui transforme le soupçon en nom propre. Pendency temps dans les familles et chez les proches. La scène de crime devient autre chose encore. Elle cesse d'être seulement un lieu d'enquête pour devenir le dernier espace où la personne aimée à respirer. C'est là une dimension terrible que les dossiers ne rendent jamais complètement. Pour les techniciens, les policiers, les magistrats, la scène est une source d'information. Pour ceux qui restent, elle est aussi un gouffre symbolique. La maison familière devient inhabitable dans la mémoire. Le salon où l'on s'asseyait, la chambre où l'on dormait, le couloir qu'on traversait sans y penser. Tout cela est désormais contaminé par le dernier acte d'un homme extérieur qui a imposé sa logique de mort. Dans l'affaire BTK, cette contamination a été d'autant plus forte que les premières scènes portaient une charge de domination particulièrement humiliante. Ce n'était pas seulement la mort qui était inscrite, c'était la volonté d'écraser, de lier, de réduire l'autre à l'impuissance. Et cette volonté, les premiers indices la traduisaient déjà avec une netteté insupportable. À mesure que d'autres crimes viendraient s'ajouter, les scènes commenceraient à dialoguer entre elles. Si qui, au départ, pouvait apparaître comme une monstruosité unique se mettrait à révéler des motifs, des ressemblances, des obsessions communes, mais dans le premier temps de l'affaire. Les enquêteurs ne voyaient encore que si espèces se passaient, si sentiments qu'un homme particulier se cachait derrière des actes d'une violence réfléchie. Ils ne disposaient pas encore de toute la carte, ils avaient des éclats. Et parfois, dans les grandes affaires, ils sont justement ces éclats qui puissent le plus, car ils vous donnent presque la forme du monstre sans vous livrer sa chair. Ils disent qu'il existe, qu'il pense, qu'il prépare, qu'il recommencera peut-être. Ils disent même parfois la nature de sa vanité ou de sa compulsion, mais ils ne suffisent pas à refermer la main sur lui. C'est cette tension qui a dû commencer à ronger Wichita très tôt. La scène de crime ne parlait pas seulement du passé immédiat. Elle menaçait l'avenir. Elle faisait comprendre qu'il ne s'agissait pas d'un simple malheur isolé tombé du ciel, mais peut-être de la première apparition claire d'un prédateur méthodique, et lorsque cette intuition s'installait, chaque indice prend un poids de mesure. Une fibre n'est plus une fibre. Une trace n'est plus une trace. Tout devient le possible commencement d'une réponse qui tarde trop à venir. Pendency temps, l'auteur. Lui avance encore dans l'ombre. Si qui rend la scène de crime BTK si durablement terrifiante, si n'est donc pas seulement ce qu'on y a découvert, mais si qu'elle laisse deviner, elle révélait un type de violence rare dans son sang-froid. Elle montrait un goutte de contrôle qui allait devenir la marque la plus sinistre du dossier. Elle indiquait que l'auteur ne se contentait pas de détruire des vies, mais qu'il y trouvait un ordre personnel, presque une grammaire. Et cela, pour des enquêteurs comme pour une ville entière, était le plus inquiétant des premiers indices, car si un homme agit selon une grammaire,
Alors il peut recommencer, il peut choisir à nouveau. Il peut entrer encore dans une autre maison apparemment semblable à toutes les autres. Voilà pourquoi la scène de crime ne fut jamais un simple point de départ technique. Elle fut le premier miroir tendu à l'esprit de BTK. Un miroir incomplet, difficile à lire. Celui qui avait fait qu'elle n'était ni un improvisateur, ni un homme désorganisé. Structure, car plus les scènes par Léon ne s'était produite. Et c'est peut-être cela. Plus encore que les sanglots le désordre. Qui a commencé à Hunter Wichita dès les premières heures de l'affaire, quelqu'un avait fait qu'elle avec méthode. Puis c'était ressorti dans la lumière ordinaire du Kansas, là où les rues semblaient toujours tranquilles. Là où le voisin le plus banal pouvait encore passer sans attirer le moindre regard.